J'ai un petit message de Louise là. Ah oui, oui, parfait. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire sur les formations par l'apprentissage. Donc l'idée, c'est de vous présenter ici les spécificités des différentes formations que l'on dispense lorsque l'on choisit de faire ces formations par la voie de l'apprentissage. Je vais laisser la parole à Monsieur Bontemps pour qu'il se présente, qui représente notre partenaire, Centre de formation d'apprentis, l'ADAFORCE. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présente. Alors effectivement, Jérôme Bontemps, je suis responsable des relations école-entreprise et nous sommes partenaires maintenant depuis 5 ans avec l'IRTS de Neuilly-sur-Marne-Montrouge sur plusieurs formations de la filière sociale, mais je pense qu'on aura le temps de décliner cela avec vous par la suite. Voilà. Et donc moi, Julien Leloup, donc je représente l'IRTS au cours de ce webinaire, directeur des formations professionnelles. Alors dans ce périmètre flou que comporter la formation professionnelle, on a effectivement les formations par la voie de l'apprentissage. À l'IRTS, beaucoup de nos formations sont accessibles par la voie de l'apprentissage, en partenariat avec l'ADAFORCE et notamment Jérôme, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration au quotidien. Donc les formations d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, d'accompagnants éducatifs et social, de conseillers en économie sociale familiale, et nouveauté, et vous avez la primeur de cette annonce, dès septembre, nous proposerons sur notre site de Neuilly-sur-Marne la formation d'éducatrices éducateurs de jeunes enfants par la voie de l'apprentissage. Nous accueillerons 15 apprentis. Voilà, on continue à développer aussi les formations par la voie de l'apprentissage parce que nous nous rendons compte que cette plébiscité par beaucoup d'employeurs parce que voilà, on a des difficultés dans le secteur à recruter et que l'apprentissage est aussi une bonne manière de permettre à des personnes qui souhaitent préparer ces diplômes d'État d'acquérir des compétences sur des temps longs. C'est une des spécificités de l'apprentissage. Alors, avant de rentrer dans le détail, ce qu'est un apprenti finalement, son statut, ses obligations, la question aussi du contrat avec un employeur, le temps que l'on doit absolument, enfin le temps pendant lequel on doit absolument trouver un employeur. J'ai moi une première chose à présenter parce que régulièrement on a la question que l'on fasse sa formation avec un statut d'étudiant ou d'apprenti, on a la même formation. Pendant de nombreuses années, en France, on a considéré que l'apprentissage, c'était potentiellement moins bien que les formations quand on est étudiant à l'université. Là, sur les diplômes d'État, ça ne se pose pas parce que la formation est la même. Nous avons des référentiels de formation à suivre. Ce sont des diplômes d'État, donc très réglementés, très contrôlés, de la même manière qu'on est infirmier, infirmière, diplômé d'État. Et donc, peu importe la voie que l'on choisit pour obtenir son diplôme, la formation est la même, les contenus sont les mêmes. Alors, effectivement, il y a des sujets de temporalité, peut-être que les contenus ne sont pas amenés au même moment de la formation, mais à la fin, on a la même formation et les mêmes savoirs et compétences que quelqu'un qui ferait sa formation en étant étudiant. Jérôme, je me permets de te solliciter, on peut aussi, parce que tu connais ça par cœur et bien mieux que moi, le statut d'apprenti, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qu'il faut effectivement garder en tête lorsqu'on s'engage sur cette voie de l'apprentissage, c'est que en accédant à ces formations par la voie de l'apprentissage, on a le statut, on devient salarié. On devient salarié à part entière d'un employeur. Alors, par le biais d'un contrat de travail, à proprement parler, qui est régi par le Code du travail, comme tout salarié en France. Et donc, tout au long de cette année de formation, si on est en CESF par exemple, les 2 années moniteur ou 3 ans pour l'éducateur spécialisé ou l'éducateur de jeunes enfants, voilà, on est couvert, suivi pendant 3 ans et on a effectivement ce statut de salarié. Donc effectivement, comme l'a dit très justement Monsieur Leloup, il s'agit bien du même diplôme d'État, ça va de soi, mais c'est bien aussi
de le repréciser. Et effectivement, la donnée supplémentaire, c'est que pendant ces 3 années de formation, si on prend l'exemple d'un éducateur, vous allez alterner des périodes de formation théorique, évidemment, sur le site de l'IRTS de Neuilly-sur-Marne ou Montrouge, et des périodes chez un employeur. Et pendant toute la période du contrat, que ce soit en centre de formation et évidemment aussi sur le terrain, vous êtes et vous restez, vous demeurez le salarié de l'employeur avec lequel vous avez signé un contrat de travail. L'avantage de faire nos formations par la voie de l'apprentissage, c'est qu'il n'y a pas de délai d'inscription sur Parcoursup. Ça, c'est extrêmement important parce que, voilà, hein, les vœux, la plateforme a ouvert en janvier, on va jusque mars, puis après il y a une période de confirmation du choix, et après ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger quand on choisit d'être étudiant pour faire ces formations, on ne peut plus bouger. L'apprentissage permet aussi des inscriptions tout au long de l'année, finalement, sur Parcoursup. Et donc, tant que nous n'avons pas atteint notre quota de signature contrat, on laisse ouvert les inscriptions. Donc, il n'est pas rare, hein, à l'IRTS, d'avoir aussi des admissions d'apprentis après la rentrée. Parce que, voilà, on a mis du temps à se décider, à choisir sa voie. Alors, évidemment, hein, il ne faut pas que ce soit 3 mois après la rentrée, parce que là, le retard accumulé serait important. Mais en tout cas, on a cette possibilité de rentrer aussi après, hein, cette rentrée. Et d'ailleurs, cette rentrée, la date de rentrée est fondamentale. Cette date de rentrée est fondamentale parce que elle déclenche, et je parle sous le contrôle de Monsieur Bontemps, elle déclenche un temps maximum pour trouver un employeur et être maintenu en formation. Sur ces délais-là, je te laisse la main, Jérôme. Merci. Alors effectivement, alors c'est un élément important et une particularité de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'effectivement un futur apprenti peut tout à fait contracter avec un employeur jusque 3 mois avant le début des cours et jusque 3 mois après. Ça, c'est tout simplement le code du travail qui le dit. Alors 3 mois avant, ça veut dire que concrètement, avec une rentrée qui en général se situe autour du début du mois de septembre, ça veut dire que si vous rencontrez un employeur au mois de juillet et que celui-ci vous dit banco, on part ensemble pour 3 ans sur votre formation d'éducateur ou d'éducateur de jeunes enfants, vous pouvez d'ores et déjà signer votre contrat 3 mois avant que les cours n'aient commencé. À ce moment-là, évidemment, comme il n'y a pas de formation, vous êtes à temps plein chez l'employeur, mais en tout cas, c'est possible. Donc, ne fermez pas la porte à un employeur qui vous ferait cette proposition, d'une part. Et d'autre part, effectivement, la souplesse qui est laissée par le Code du travail de 3 mois après le début de formation nous a permis notamment sur cette rentrée 2024 d'intégrer 10 personnes supplémentaires. C'est-à-dire que, sauf erreur, la rentrée a dû avoir lieu le 16 septembre. Donc, comme disait M. Leloup, 16 septembre, ça a été le point de départ du décompte des 3 mois après le début de formation. Et donc, d'ici au 16 décembre 2024, on a pu intégrer 10 personnes en plus. Donc, c'est une latitude très intéressante. Et le point qui est important à souligner aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'IRTS, c'est, sauf erreur, un des rares centres de formation dans les métiers du travail social qui permet aux jeunes gens qui se destinent à l'apprentissage d'intégrer la formation même s'ils n'ont pas encore trouvé d'employeur. Hein, vous trouverez de part et d'autre sur l'Île-de-France d'autres établissements qui effectivement subordonnent l'accès au début de formation en centre à la détention d'un contrat. L'IRTS a fait un autre choix et le chiffre que je viens de vous donner est l'exemple même qu'effectivement cette stratégie porte ses fruits et a permis à 10 jeunes gens de pouvoir intégrer la formation un petit peu plus tard dans le début de la formation. Effectivement, je rebondis. Hein, ce que j'ai observé, moi, sur d'autres pratiques, hein, d'autres centres de formation, c'est effectivement de conditionner l'entrée aux salles de cours à un contrat signé avec un employeur. C'est pas le choix que nous avons fait pour la simple et bonne raison que ces 3 mois de délai à partir de la date de rentrée, si on trouve un employeur vraiment au bout du bout, c'est-à-dire à 3 mois après la rentrée, on aura manqué 3 mois de cours. Et moi, je préfère me dire que potentiellement, quelqu'un qui n'a pas trouvé d'employeur a quand même eu 3 mois de cours. Ça lui a permis de confirmer son choix professionnel, de s'impliquer davantage dans la recherche d'un employeur et de revenir en septembre prochain,
plutôt que d'avoir quelqu'un qui aurait manqué 3 mois de cours, mais qui va s'impliquer dans la formation et qui va courir après le temps, parce que ces 3 premiers mois de formation sont fondamentaux, parce que on va travailler la découverte du métier, un travail autour des représentations que chaque apprenti peut avoir des métiers du travail social dans lequel il est inscrit, que ce soit ME, ES, ESF, EJE demain, AES. Et il y a aussi la question de la dynamique de groupe. C'est-à-dire que ces métiers, on ne peut les apprendre que avec d'autres. La dynamique collective, elle est fondamentale. L'entraide en formation, elle est fondamentale. C'est une formation, ce sont des formations difficiles, les formations du travail social, parce que être en capacité de pouvoir proposer une aide, un accompagnement à des personnes en difficulté, vulnérables, que la vie n'a pas forcément, enfin, avec lesquelles la vie n'a pas forcément été favorable, bah, ça nécessite aussi d'en parler, parce que de plus en plus d'apprentis sont jeunes, et quand on est jeune et qu'on a une expérience de la vie avec, voilà, d'une manière générale, qui ne permet naturellement pas d'appréhender l'ensemble des situations complexes que l'on peut rencontrer dans le secteur, eh ben, il est important aussi de le partager. Et cette dynamique collective, c'est dès la rentrée qu'elle se constitue, parce qu'à l'IRTS, nous avons fait le choix de constituer des petits groupes d'accompagnement, des groupes de référence, qui vont se suivre pendant 2 années, 3 années, en fonction de la durée du parcours de formation. Et ça, cette dynamique collective, là aussi, elle est difficile à rattraper quand on arrive en formation 3 mois après les autres. Voilà, c'est toutes ces raisons qui nous ont fait faire ce choix d'intégrer tout de suite nos apprentis, employeurs ou pas, dès le premier jour de formation. Alors après, nous, on a, par exemple, sur la formation d'éducateurs spécialisés, on s'est dit qu'on pouvait aller jusqu'à 50. Le risque, quand on fait ce choix, c'est que si on est 55, eh ben, ce seront les 50 premiers qui auront un employeur qui resteront. Et donc les 5 qui n'en auront pas, eh ben, c'est pas grave. On se donne rendez-vous en septembre l'année prochaine. On peut garder le contact tout au long de l'année scolaire pour prendre des nouvelles, pour savoir où en sont les recherches. On peut aussi, nous, recevoir, que ce soit la DAFORS ou l'IRTS, des propositions d'emploi qu'on pourra aussi proposer aux personnes qui ont dû arrêter parce qu'ils n'ont pas trouvé d'employeur. Donc voilà, c'est pas grave en soi. Beaucoup de nos apprentis sont jeunes et on perd pas son temps, on perd pas d'années à ne pas trouver un employeur tout de suite. Nous mettons aussi en place, nous, un forum de l'apprentissage. Donc ce sera de mémoire le 26 juin cette année, pour permettre justement à nos futurs apprentis admis de pouvoir rencontrer des employeurs qui sont en recrutement d'apprentis spécifiquement. Donc voilà, ça met aussi en situation d'argumenter son projet, de candidater à un emploi, chose qui n'est pas forcément aisée, et quand on a 18 ans, on n'a pas forcément déjà postulé pour un emploi, donc c'est aussi un exercice qui nous semble tout à fait formateur. La particularité aussi de l'apprentissage, c'est que lorsqu'on est apprenti, on est accompagné évidemment en centre de formation, nous on a une équipe dédiée, mais aussi sur le lieu d'apprentissage, chez l'employeur. Et la personne qui va vous accompagner au cours des 2 années ou 3 années en fonction de la formation choisie, c'est le maître d'apprentissage. Et là, Jérôme, je te laisse de nouveau la main. Merci beaucoup. Oui, alors effectivement, c'est une personne centrale dans votre accompagnement qui va vous aider, j'oserais dire, à grandir professionnellement sur le terrain. C'est un professionnel en fait qui idéalement est diplômé du même diplôme que celui que vous préparez. Donc c'est très souvent mis en place sur la base du volontariat. Et effectivement, les institutions avec lesquelles on travaille ont, j'oserais dire, une certaine habitude de ces pratiques, puisque ça fait maintenant une trentaine d'années que le CFA existe. Et donc on a, j'oserais dire, un vivier d'employeurs fidèles qui apprécient ce dispositif de l'apprentissage. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui se portent candidats pour devenir maître d'apprentissage, parce que c'est un vrai engagement, alors déjà sur du long terme, puisqu'on l'a évoqué depuis le début, cette personne va vous accompagner sur l'année, les 2 années, les 3 années du diplôme que vous avez choisi. Et effectivement, ça va être votre personne référente. C'est la personne qui va effectivement, au sein de la structure d'accueil, être votre personne ressource,
Il y a pour autant, mais ça, je pense que, comme Monsieur Leloup l'a dit tout à l'heure très justement, s'agissant du travail social, on n'est jamais seul hein, dans l'accompagnement des personnes dont on a la charge, la responsabilité. Et donc, bah, là aussi, le Code du travail, qui régit quand même pas mal le statut de l'apprenti, a aussi prévu autour du maître d'apprentissage, en complément de son action, ce qu'on appelle une équipe tutorale qui peut être composée d'autres travailleurs sociaux qui ont des sensibilités différentes de celles de votre maître d'apprentissage attitré. Et donc voilà, cette complémentarité vous permet d'évoluer dans des sphères différentes avec des aspects et des points de vue différents. Et tout cela, évidemment, enrichit votre parcours. Et ça, c'est une chance incroyable de pouvoir avoir quelqu'un comme ça de dédié. Donc il y a des outils aussi hein, qui vous sont remis. Je pense au livret de l'apprenti, hein, et qui sera aussi un support qui vous permettra de faire régulièrement des points hein, avec ce maître d'apprentissage. Et nous déplacerons hein, aussi sur votre lieu d'emploi, rencontrer votre maître d'apprentissage, parce que il y a une règle, hein, là c'est le code du travail qui le dit, c'est que au cours des 45 après, au cours des 45 jours effectifs de travail et 45 premiers jours effectifs de travail, qui correspond à la période d'essai, l'organisme de formation doit réaliser une visite. Et donc ça, nous le faisons. Donc très vite, nous rencontrons vos différents maîtres d'apprentissage et très vite, nous organisons aussi dans nos murs des réunions hein, avec les maîtres d'apprentissage pour que déjà les uns et les autres fassent connaissance, mais aussi pour donner des éléments d'information sur le parcours de formation, parce que chaque organisme de formation conçoit la formation différemment, quand bien même elle s'inscrit dans un référentiel de formation unique. Et donc, c'est important aussi que vous soyez accompagné au mieux en fonction du rythme aussi privilégié par la formation. Vous êtes rémunéré, cela va sans dire, vous êtes salarié, donc ça aussi c'est un atout majeur, hein, parce que nous on le voit, hein, beaucoup de nos étudiants ont des difficultés financières, hein, un peu de précarité malheureusement, et donc doivent travailler hein, les week-ends hein, pour des raisons alimentaires. Là, dans le cadre de l'apprentissage, vous percevez un salaire et même quand vous venez en formation, vous êtes rémunéré pour venir en formation. Alors, je vois des questions hein, qui commencent à apparaître dans le fil de discussion. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous finissions avec Monsieur Bontemps notre propos et que nous revenions ensuite sur les différentes questions, parce que probablement qu'au fur et à mesure de ce que l'on va vous présenter, vous allez obtenir des réponses. Euh, Alors, donc, oui. ah bah, je suis désolé si je t'ai interrompu, Julien. J'en prie. Merci. C'était juste pour te laisser la parole. Je t'en prie, vas-y, dis-moi, dis-nous. Alors, c'était par rapport à la formation pratique, donc il y a le lieu d'emploi, mais aussi une période d'immersion dans un autre lieu. Mais je te laisse, parce que là, je rentre un petit peu plus dans le détail de notre dispositif. Bah, je te remercie. Alors peut-être juste, alors et ça va peut-être susciter aussi quelques questions de votre part. Depuis le début de notre intervention, on évoque les employeurs, on évoque le statut de l'apprenti et donc effectivement le statut de salarié. Et l'idée, c'est peut-être aussi d'évoquer avec vous là les aspects de la recherche d'un employeur. Hein, parce qu'on est bien dans un cadre de recherche d'emploi. L'apprentissage, ça n'est pas un stage. Alors, j'ai rien contre les stages, bien sûr, mais vous n'êtes encore une fois pas étudiant, vous êtes salarié à part entière, avec évidemment quelques distinctions par rapport à un salarié classique. Mais pour autant, les employeurs du secteur vont mettre autant j'oserais dire, d'efforts dans l'embauche d'un apprenti qu'ils en mettraient lorsqu'il s'agit d'embaucher un personnel diplômé. Donc, Monsieur Leloup a évoqué tout à l'heure la rencontre, le job dating qu'il organise chaque année dans le courant du mois de juin. Et puis,
c'est un petit peu le point de départ et peut-être même parfois avant même cette rencontre du mois de juin, pour qu'il y ait un accompagnement vers la recherche d'employeurs. Parce que rechercher un employeur, bah, c'est, j'oserais dire, une activité pleine et entière, hein. Il y a un certain nombre de codes, des codes sociaux, des codes dans la façon de postuler auprès d'un employeur, de se présenter à un employeur, de participer à un entretien d'embauche. Donc en fait, voilà, tout au fil de la recherche d'employeur, si vous le voulez bien, je serai votre interlocuteur pour effectivement revisiter avec vous votre CV, votre lettre de motivation, où chercher l'employeur, comment répondre à une annonce, et puis comme je viens de l'évoquer là également, pourquoi pas des entretiens à blanc pour faire des entretiens de motivation, d'embauche, puisque encore une fois, il s'agit bien de cela. Et donc voilà, l'idée, c'est de vous accompagner dans cette phase-là de recherche. Alors effectivement, comme on l'a aussi évoqué, nous sommes sur des secteurs porteurs, hein, sauf erreur, au regard des derniers chiffres, il manque à peu près 35 000 éducateurs spécialisés en France, hein, pour nommer que les éducateurs, mais quand même. Donc il y a un réel besoin sur le terrain, mais pour autant, les employeurs sont quand même vigilants, bien évidemment, puisque, comme on l'a aussi évoqué, il s'agit de personnes fragiles dont vous allez vous occuper. Donc évidemment, on y met toutes les formes pour que l'embauche soit la plus pertinente possible, auquel cas les employeurs sont regardants évidemment sur les profils, ils vont être très sollicités, hein, parce qu'on est en région parisienne, donc évidemment il y a aussi beaucoup de concurrence. Voilà, donc l'idée c'est aussi de vous armer pour cette perspective d'embauche. Et puis, effectivement, et on l'a évoqué encore une fois de nombreuses fois, une fois le contrat signé, une fois le début de formation enclenché, il y a tout un mécanisme de suivi. Alors évidemment, comme vous êtes salarié, vous devez d'être présent, bien évidemment, en cours. Si je reprends l'exemple des éducateurs, il y a 1450 heures de cours, vous devez y participer. En plus, vous êtes payé pour ça. Donc c'est plutôt agréable, je trouve. Et puis évidemment, si vous deviez par trop être absent, évidemment, on a aussi nous cette mission, cette vigilance quant à votre assiduité, tant en cours que chez votre employeur. Et évidemment, comme le maître d'apprentissage est notre interlocuteur privilégié, évidemment, on a des échanges réguliers avec vos employeurs d'accueil. Et puis, on a développé au fil des années ce qu'on a dénommé une cellule médiation qui permet, en concertation avec l'équipe de l'IRTS, de vous accompagner ou d'accompagner vos employeurs s'ils nous sollicitent, lorsque vous rencontrez quelques problèmes lors de l'exécution de votre contrat, puisqu'encore une fois, 3 ans c'est long, 2 ans c'est long, il peut se passer plein de choses dans la vie d'un salarié, surtout lorsqu'il est en même temps en formation, et auquel cas l'idée c'est d'être au plus près pour essayer de vous aider du mieux que nous pouvons. Et là on est aux alentours de 4-5% de rupture de contrat, enfin, en règle générale, en moyenne, et la moyenne nationale avoisine les 28-30%. Donc voilà, je pense que tout ce travail initié depuis plusieurs années avec nos écoles partenaires porte ses fruits. Voilà, l'idée c'est aussi de vous suivre du début, enfin de l'amont, de l'avant-contrat, jusqu'à votre diplomation, et parfois même après, puisqu'une fois diplômé, notre plus grand souhait, c'est qu'une fois dans la vie active, vous reproposiez de tendre la main à un jeune homme, une jeune femme qui souhaite s'investir dans ces formations, et de devenir à votre tour maître d'apprentissage. Donc là, j'oserais dire, dans ces cas-là, la boucle est bouclée. Voilà. Sur nos métiers, sur nos formations en travail social, vous le savez, les champs dans lesquels vous pourrez exercer une fois diplômé sont extrêmement diversifiés. Bon, évidemment, la petite enfance pour les éducateurs de jeunes enfants, mais pas que, la protection de l'enfance, accueil, hébergement, insertion, handicap également. Voilà, tout ça sont des champs extrêmement diversifiés. Et nous, à l'IRTS, quand bien même il n'y a pas d'obligation de faire, alors je vais le dire vulgairement, un stage, mais c'est une mise à disposition dans le jargon apprentissage, mais on va parler avec des mots que vous arrivez globalement à vous représenter. Donc, nous encourageons chacun de nos apprentis à faire un stage au moins de 8 semaines dans un lieu autre que chez leur employeur, pour justement diversifier un petit peu l'expérience, essayer aussi de découvrir d'autres modes d'accompagnement, d'autres pratiques éducatives, d'autres types de professionnels, parce que, par exemple, dans une structure médico-sociale, on a aussi des personnels soignants qu'on ne rencontre pas forcément quand on travaille dans une structure
sociale, la pluridisciplinarité, c'est extrêmement important hein, dans notre milieu professionnel. Donc nous l'encourageons pour les CESF, les EJE, les ES, bien que ça ne soit pas obligatoire. Et donc là, on peut aussi rentrer en lien, en contact avec l'employeur pour motiver hein, évidemment ce choix pédagogique que nous faisons. Par contre, pour les moniteurs éducateurs et les accompagnements éducatifs et sociaux, c'est intégré au parcours de formation. C'est-à-dire que vous avez une période à faire en dehors de chez l'employeur, et ça, ce sont les textes réglementaires qui le demandent. Donc vous voyez, hein, des statuts un peu différents, qu'on soit sur une formation de niveau 6, une formation de niveau 4 ou une formation de niveau 3. Mais ça nous semble fondamental hein, de pouvoir aller découvrir un autre champ du travail social, du travail éducatif, surtout que on n'a pas de certitude lorsqu'on arrive au bout de sa formation et qu'on est diplômé que notre employeur va nous recruter. Et donc c'est toujours mieux d'avoir découvert un autre champ. On est plus sécure, si je puis dire, pour commencer à exercer avec un diplôme d'État et donc une légitimité reconnue par un jury dans un champ qu'on connaît déjà. Voilà. Donc c'est un peu l'idée hein, aussi pour laquelle nous avons fait ce choix pédagogique. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je réfléchis encore sur les fondamentaux de l'apprentissage. Donc la rémunération, donc elle est proportionnelle, enfin elle est proportionnée en fonction de l'âge et de l'année de formation, hein, et toujours un pourcentage par rapport au SMIC. Donc là c'est très technique. Le SMIC en plus augmente et a augmenté régulièrement du fait de l'inflation. Donc voilà, j'avouerais que je sais plus trop où on en est, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. En tout cas, c'est proportionné à l'âge et à l'année de formation. Et ce que je propose, c'est peut-être de regarder un petit peu les questions qui nous ont été posées dans le chat. Hein, je vous remercie hein, de l'avoir posé et de votre écoute. Donc Manon hein, pose une question. Elle est en terminale et elle a 16 ans. Est-il possible de faire éducatrice spécialisée en apprentissage? Alors, 16 ans, on peut. Hein, l'apprentissage, c'est de 16 ans à 30 ans révolus de mémoire. Malgré tout, nous sommes dans un secteur qui, sur des fonctions d'éducatrice spécialisée, va très rarement recruter si jeune. Parce que bah voilà, il y a une question de maturité, il y a une question de responsabilité aussi de l'employeur vis-à-vis de son salarié qui n'est pas la même que l'on embauche un mineur ou un majeur, et je parle sous le contrôle de Monsieur Bontemps. Et donc, je crains malheureusement qu'il soit difficile de trouver un employeur quand on a 16 ans, mais peut-être que Monsieur Bontemps a une expérience qui me contredit. Non, du tout, j'irais même dans le même sens. Alors effectivement, désolé mademoiselle, c'est peut-être un petit peu frustrant, la réponse qu'on vous apporte, mais c'est aussi effectivement une réalité de terrain. Souvent, les employeurs, nous disent, qu'il y a une trop grande proximité d'âge, parfois, voilà, entre, les personnes en charge de l'encadrement, de l'accompagnement des usagers, des personnes, et effectivement les personnes considérées. Donc c'est vrai qu'en termes de posture, et c'est toujours dans un souci de ne pas vous mettre en difficulté, que souvent les employeurs nous disent envoyez-moi des CV de jeunes, pas trop jeunes. Donc évidemment, là, c'est peut-être un petit peu problématique pour votre projet, mais en tout cas, enfin, c'est pas un conseil, c'est plutôt un avis. Peut-être que afin d'attendre un petit peu que le temps passe et que vous preniez une année ou deux supplémentaires, vous pouvez tout à fait vous impliquer dans un service civique, par exemple, qui va avoir plusieurs intérêts, notamment celui de vous conforter dans votre choix d'embrasser ces métiers du travail social, d'une part, en plus d'agrémenter votre CV, parce que vous allez rajouter cette expérience, sauf erreur, ça peut aller jusqu'à 9 mois, donc c'est quand même assez significatif. Et donc, de ce fait-là, vous serez, j'oserais dire, plus intéressant pour un employeur aussi, puisqu'il va effectivement constater que vous avez mis enfin, vous avez fait des efforts particuliers pour atteindre votre objectif qui est d'entrer en formation dans l'éducation spécialisée. Passez donc votre permis de conduire, passez donc votre brevet de secourisme,
pourquoi pas votre BAFA. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui vont entrer en ligne de compte lors de l'embauche d'un apprenti, hein. On n'embauche pas uniquement des savoir-faire, mais aussi des savoir-être. Et puis voilà, d'avoir effectivement un petit peu roulé votre boss, ça sera toujours intéressant pour un employeur. Donc voilà, peut-être que ça peut être un moyen d'atteindre 17-18 ans. Merci beaucoup pour cette réponse très précise et circonstanciée. Deuxième question, donc c'est Thibaut. Donc on a un peu dit des choses. Donc bonsoir Thibaut. Donc si on est pris en apprentissage et qu'on ne trouve pas d'employeur, donc ce qu'on explicitait tout à l'heure, c'est que si on ne trouve pas d'employeur, on peut demander un report de formation et donc une entrée septembre de l'année d'après. Donc on a 3 mois pour trouver un employeur à partir de la rentrée, premier jour de formation. Et autre particularité en fonction du dispositif sur lequel vous êtes positionné, c'est que nous avons aussi des étudiants et qu'on pourrait tout à fait envisager, si vous ne souhaitez pas avoir cette césure, en tout cas entre décembre par exemple et septembre, on peut étudier la possibilité de passer sur le statut étudiant si évidemment de la place est disponible pour vous accueillir. Donc voilà comment les choses se passeront. Question de Maëlys. Comment se déroulent les sélections pour les personnes se dirigeant vers la voie d'apprentissage? Eh bien, tout dépend de la formation que vous avez choisie. Pour les niveaux 6, donc CESF, EJE, éducateur spécialisé, Parcoursup, donc là c'est pour tout le monde pareil, donc avec la constitution d'un dossier que nous étudions dans un premier temps, directement sur la plateforme. Et une fois la lecture et la prise de connaissance de ce dossier, 3 possibilités s'offrent à nous. Première possibilité, la pire, nous ne donnons pas suite. Parce qu'au regard du dossier, nous considérons que les éléments amenés soit sont très insuffisants, soit vont à l'encontre même de la future formation en travail social. Deuxième possibilité, et alors là, bingo, vous êtes admise directement à la lecture du dossier. Troisième possibilité, le dossier est intéressant, mais voilà, il nous manque des éléments, et donc vous serez convié à un entretien en présentiel sur notre site de Montrouge ou de Neuilly-sur-Marne. Donc voilà, globalement, pour les niveaux 6, comment les choses se passent. Pour moniteur éducateur et accompagnant éducatif et social, si vous avez un contrat d'apprentissage au moment où vous vous inscrivez pour les sélections, vous êtes entrant de droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection, en fait. Vous êtes entrant de droit. En revanche, si vous voulez faire la formation par la voie de l'apprentissage et que vous n'avez pas de contrat d'apprentissage, eh bien, vous serez convié à un entretien avec un jury, là aussi, dans nos murs. Et ensuite, les inscriptions, une fois l'admission prononcée, se feront directement chez notre partenaire l'ADAFORS, parce que administrativement, vous êtes inscrit à l'ADAFORS. En fait, l'ADAFORS nous autorise, nous, IRTS, à dispenser la formation par la voie de l'apprentissage. Alors, Oriane, donc bonjour. Sur Parcoursup, on ne peut pas faire de vœu en apprentissage pour votre école. Bah tiens, quelle curiosité. Comment faire pour signaler que c'est notre vœu dans la lettre de motivation? Donc là, il y a un échange. Alors, à Montrouge, pour la formation d'éducateurs spécialisés. Donc, c'est normal, Oriane, parce que la formation d'éducatrice spécialisée, nous ne la dispensons par la voie de l'apprentissage qu'à Neuilly-sur-Marne pour le moment, et on va la dispenser aussi à Meaux. En revanche, nous ne la dispensons pas à Montrouge, donc c'est la raison pour laquelle vous ne la trouvez pas sur Parcoursup. Fanny nous demande si pour la formation moniteur éducateur, les 8 semaines hors employeur sont obligatoires. Donc oui, elles le sont de mémoire, malgré la réforme. Thibaut nous pose la question, c'est quoi les ruptures de contrat? Jérôme, je te laisse la main. Alors, merci. Donc, effectivement, les ruptures de contrat, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là, monsieur, mais en fait, voilà, ça représente en globalité à peu près 4-5% de l'ensemble des 1800 contrats que nous gérons à l'ADAFORS, donc c'est relativement faible. La rupture peut intervenir à différents moments de votre contrat. Monsieur Leloup a évoqué tout à l'heure la période d'essai qui est de 45 jours. Cette rupture peut intervenir à
ce moment-là et venir soit de la part de l'apprenti, soit de la part de son employeur d'accueil, c'est-à-dire que l'un ou l'autre, ou l'un à la place de l'autre, estime qu'effectivement il n'a pas envie d'aller plus loin dans la collaboration, et à ce moment-là, puisqu'on est dans la période des 45 jours, la rupture se fait simplement, c'est plutôt déclaratif, je ne souhaite plus poursuivre, il n'y a pas de délai de prévenance, ça peut s'arrêter du matin pour le soir de la même journée. Donc ça, c'est l'hypothèse d'une rupture dans le cadre de la période d'essai. Au-delà de cette période d'essai et jusqu'à la fin du contrat qui vous lie avec l'employeur, il y a différentes modalités de rupture. Alors l'idée, j'ai évoqué tout à l'heure, notre cellule médiation, l'idée c'est d'éviter que ça arrive, mais parfois, j'oserais dire, il vaut mieux interrompre la collaboration, et donc à ce moment-là, l'idéal étant de trouver un commun accord entre les deux, c'est-à-dire entre l'employeur et son apprenti, pour que la rupture se fasse, j'oserais dire, en douceur, et que là aussi, les deux déterminent la date de leur choix de rupture de contrat. Suite à cette rupture, si elle intervient, il y a une alternative. Soit vous nous dites, ben non, je me suis trompé d'orientation, ce métier ne me correspond pas, je ne souhaite pas poursuivre, et auquel cas, bah, vous allez vous tourner vers d'autres horizons que les nôtres. Soit vous dites, bon là, effectivement, la mayonnaise n'a pas pris, on s'est mal entendu, ou ça s'est pas très bien passé avec cet employeur en particulier, mais pour autant, la formation me plaît, j'ai envie de poursuivre, et à ce moment-là, s'ouvre une seconde période qu'on estime avec évidemment les collègues de l'IRTS sur l'intérêt de vous redonner, j'oserais dire, une seconde chance pour cette fois-ci retrouver un autre employeur, être inscrit sur un dispositif qui dure un maximum de 6 mois et qui, pendant 6 mois, vous permet à la fois de poursuivre votre formation, de ne pas perdre de temps sur le programme qui est le vôtre, hein, qui est assez chargé, vous l'avez compris. Et en parallèle de ça, lorsque votre emploi du temps prévoit que ce sont des périodes d'employeur alors que vous n'en avez plus, eh bien là, vous mettez les bouchées doubles pour en retrouver un dans les meilleurs délais. Donc là aussi, je réinterviens et j'essaye de vous accompagner du mieux que je peux pour que vous retrouviez le plus vite possible un autre employeur de substitution, et vous reprenez, vous re-signez un nouveau contrat jusqu'à la fin de la formation que vous avez commencée. Voilà, en gros. J'espère que ça a été clair pour tout le monde, mais voilà, sinon, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Une question de Jules. Est-il possible de commencer une formation en voie initiale, puis de commencer un apprentissage en deuxième, voire troisième année? Oui, c'est possible, selon certaines conditions, que je ne vais pas expliciter maintenant parce que je vais rentrer dans le jargon de la formation, et pour bien appréhender ces mots, il faut vraiment avoir les deux pieds dedans, mais en tout cas, on le voit tous les ans. Hein, tous les ans. Il y a des étudiants, donc formation initiale, hein, qui basculent sur l'apprentissage. Alors, plutôt en deuxième année qu'en troisième, pour plein de raisons, mais ça peut effectivement se faire parce que voilà, on a cette agilité, hein, interne pour vous permettre de suivre le parcours de formation le plus adapté à votre situation. Et parfois, la situation entre la première et la deuxième année peut changer, et entre la deuxième et la troisième. Elodie nous pose la question suivante. Dans quel type d'établissement peut-on envoyer notre candidature? Tous les établissements dans lesquels il travaillent des travailleurs sociaux en fonction de la formation que vous aurez choisie, donc moniteur éducateur, AES, ESF, EJE ou ES. Alors après, évidemment, hein, c'est aussi en lien avec vos desiderata à vous. Hein. Trop souvent, on voit des apprentis arriver avec un contrat d'apprentissage, mais ils se sont, entre guillemets, jetés sur leur premier employeur qui s'est manifesté. Euh, voilà, vous devez avoir un vrai projet professionnel. Et donc, si vous voulez travailler dans le champ du handicap, par exemple, si vous attendez des retours, mais quand dans cette période d'attente, c'est un établissement de la protection de l'enfance qui vous a répondu et vous vous dites oh là là, il faut que je saute dessus parce que j'aurai peut-être pas d'autres contrats, attention, parce que typiquement, c'est le cas, ça peut être le cas de rupture de contrat. Parce que voilà, on est dans un champ qui nous intéresse moins. On ne peut pas être complètement désintéressé d'un champ et des personnes que l'on côtoie au quotidien, mais qui nous intéresse moins, qui peut nous mettre en difficulté du fait de son histoire, de son passé, enfin bon, pour plein de raisons.
Donc, nous vous encourageons évidemment à privilégier dans un premier temps des candidatures dans un champ qui vous intéresse et que vous avez envie de découvrir. C'est vraiment, hein, ça va vraiment être votre lieu de formation. Hein. La formation sur le terrain en volume horaire est plus importante que la formation en centre de formation. Donc, il ne faut pas se tromper sur le choix de l'employeur. Maëlys nous pose la question concernant le contrat de pro. Le contrat de professionnalisation est-il envisageable, élève de plus de 30 ans? Alors, de mémoire, non, parce que le contrat de professionnalisation est proposé à des personnes jusqu'à 26 ans. Donc, vous avez plus de 30 ans, je ne pense pas que ce soit possible, sauf si vous êtes demandeuse d'emploi. Là, il y a un sujet qui, effectivement, vous permet à plus de 30 ans de pouvoir signer un contrat de professionnalisation. Alors, oui, peut-être juste, si je peux me permettre, Julien, un complément. Effectivement, il faut aussi que la formation que vous souhaitez suivre soit d'une durée maximale de 2 ans. C'est-à-dire que si vous me dites je veux devenir éducatrice spécialisée en contrat de professionnalisation, de fait, ce n'est pas possible, tout simplement parce que le format du contrat de professionnalisation est d'une durée maximale de 24 mois, alors que vous avez besoin de 36 mois, 3 ans, pour suivre l'intégralité de la formation d'éducateur. Donc tout ce qui va être des formations type moniteur éducateur, CESF, AES, j'oserais dire pourquoi pas, mais EJE et ES, de fait, ça ne sera pas possible. Complément fondamental. Merci. Donc Fanny nous pose aussi la question. Par rapport à l'âge, est-ce que ça pose problème si on travaille avec un public qui a le même âge que nous? Il est difficile de répondre à cette question, Fanny, parce que c'est aussi lié à votre maturité, votre posture, votre positionnement. Alors, moi, je suis éducateur spécialisé de profession initiale. Il m'est arrivé d'accompagner des familles, notamment dans tout l'aspect parentalité, alors que j'étais jeune et que j'avais pas d'enfant. Voilà. Alors évidemment, il y a la question de la légitimité à un moment, donc qui se pose, mais il faut faire attention. Il faut pas projeter forcément sa situation. J'ai 20 ans, je peux pas travailler avec des personnes qui en ont 20. C'est pas le sujet. Vous aurez un maître d'apprentissage qui va vous accompagner. Après, c'est plutôt lié à vous et à la manière avec laquelle vous serez en capacité de pouvoir gérer tout ça. Mais ça, c'est un accompagnement aussi par les équipes hein, en formation qui permettront de vous le dire. Et puis après, dans les process de recrutement, hein, bah, les employeurs voilà, peuvent aussi l'identifier, hein, votre capacité à pouvoir le faire ou à ne pas pouvoir le faire. Enfin, voilà, ou votre incapacité à pouvoir le faire. Rose pose la question, comment se passe la spécialisation au cours des années de formation? Je vous avouerai que je ne comprends pas tout à fait la question. La spécialisation, donc Rose, si vous êtes encore présente, si vous aviez la possibilité de préciser ce que vous entendez par spécialisation, je pense que ça nous aiderait beaucoup. Maëlys, il n'est donc pas possible d'accéder à l'apprentissage passé 30 ans. Malheureusement, non. À moins que voilà, vous soyez en situation de handicap. Là, il n'y a pas de limite d'âge. Enfin, Jérôme, je te laisse. Oui, il y a effectivement. Pardon. Excusez-moi, il y a un petit décalage sur la visio. Je suis désolé si je t'ai interrompu, Julien. En fait, pour répondre à cette jeune femme, en fait, oui, voilà, il y a 3 exceptions à la règle des 30 ans. La première, c'est que vous ayez la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. C'est la première. La seconde, c'est que vous soyez sportif de haut niveau. Et la troisième, c'est que la détention du diplôme que vous visez vous permet de créer une entreprise. Donc, dans nos secteurs, c'est quand même assez rare, voire inexistant. Sportif de haut niveau, ben, j'oserais dire, si c'est le cas, vous êtes la bienvenue, il n'y a pas de souci. Et puis, effectivement, la RQTH, voilà, on a quelques candidats chaque année. Et comme vous pouvez le savoir, on a, alors en tout cas, et l'IRTS et le CFA que je représente aujourd'hui ont des personnes dédiées sur ces questions du handicap et de l'accompagnement de ces personnes lors de leur formation. Hein, ça va de l'adaptation
je dirais, de l'ergonomie pour assister aux cours dans les meilleures conditions. Également aussi du versant employeur sur l'adaptation de votre poste de travail en fonction du handicap considéré. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, mais voilà, ce sont les 3 seules exceptions prévues par le code. Et enfin, dernière remarque, c'est pas vraiment une question. Élodie n'a pas trouvé la voie d'apprentissage pour ES Mo. Alors c'est arrivé récemment, donc peut-être que entre le moment où vous êtes allé voir et aujourd'hui c'est référencé. Sinon, vous n'hésitez pas, vous contactez le service admission de l'IRTS qui va voilà vous orienter au mieux pour que vous puissiez vous inscrire pour suivre la formation d'éducatrice spécialisée par la voie de l'apprentissage. Sur notre site de Meaux, la particularité, c'est que la formation à Meaux, c'est nouveau. Donc le conseil régional nous a accordé cette belle opportunité que d'ouvrir un nouveau centre de formation. Donc nous étions à Montrouge, Neuilly-sur-Marne, et donc à partir de septembre, nous serons sur Meaux. Et donc la première promotion qui arrivera en septembre à Meaux sera la première à jamais. Sans parler de la Ligue des Champions, parce que Paris Saint-Germain a gagné. Marseille dit toujours que c'est le premier à jamais, mais il a raison. Là aussi, la première promo à Meaux sera la première à jamais. Donc voilà, c'est un beau clin d'œil pour l'IRTS qui fête ses 125 ans. La fondation fête ses 125 ans cette année. Et de se dire que 125 ans après, eh bien, nous ouvrons un nouveau site de formation, voilà, c'est quand même, pour nos 125 ans, c'est quand même un beau cadeau que nous a offert la région. Notre service communication, donc Louise, notre responsable de la communication, vous a mis l'adresse mail du service admission de l'IRTS. Donc Élodie, n'hésitez pas à la noter et à faire un mail directement à cette adresse mail pour expliciter le fait que vous ne trouvez pas la voie d'apprentissage pour ESAMO. Voilà, et donc on va garder 1-2 minutes supplémentaires pour voir si vous avez des questions, d'autres questions. Je pense qu'on a été bien complet sur un court laps de temps, mais voilà, après vous aurez aussi les coordonnées des différents services qui pourront vous apporter les précisions que vous jugeriez utiles pour ce choix de formation. Voilà, la voie de l'apprentissage, c'est vraiment une voie extrêmement intéressante parce qu'on est sur du temps long chez un employeur. Les stages sont, voilà, c'est 4 stages, plus ou moins courts. Là, on est sur un temps long et donc on se voit progresser au fur et à mesure de ces 2 ou 3 ans de formation en fonction de la formation choisie. Pas d'autres questions. Alors, je vais vous proposer qu'on se déconnecte. Merci à toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup, Jérôme, pour ta participation également. Merci au service communication. Ça a été un plaisir, évidemment. Merci. Merci au service communication et plus particulièrement à Louise qui est derrière son écran et qui suit tout ça d'une main de maître. Et nous espérons vous retrouver très prochainement. Rose reformule sa question. Donc là, voilà, c'était le teasing. Donc Rose, je veux dire, au moment de la formation, par exemple, d'assistante sociale, quand peut-on se spécialiser en fonction du public avec lequel on souhaite travailler, enfants, famille, personnes? Est-ce un choix qui se fait à travers les stages ou via des enseignements spécifiques? Vous aurez les deux. C'est-à-dire que évidemment, chaque apprenti, étudiante, alors apprenti c'est plus compliqué, mais là on est sur la question des stages, vous faites référence aux stages, donc les étudiantes et étudiants vont naturellement donner une coloration à leur formation. Il y a plusieurs stages, donc voilà, si on veut faire 2 ou 3 stages dans la protection de l'enfance parce que les pratiques sont très différentes, là on donnera une coloration très spécifique à sa formation, mais vous aurez aussi des enseignements spécifiques, et de la même manière en apprentissage, quand bien même vous êtes sur un temps long chez un même employeur, en formation, vous aurez des cours vous permettant de découvrir la pratique éducative pour l'accompagnement de chacun des publics, dans chacun des champs du travail social.
Le diplôme d'État n'est pas spécialisé protection de l'enfance, milieu carcéral ou handicap. Le diplôme d'État est général. Et une fois que vous êtes titulaire de ce diplôme d'État, vous pouvez travailler dans n'importe quel établissement et service du travail social. Donc, toutes ces spécificités, vous les aborderez en formation naturellement. Voilà, nous espérons avoir été clairs, pas trop, voilà, on espère que soporifique. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, au plaisir de vous retrouver pour d'autres webinaires ou d'autres interventions et surtout, plaisir de vous retrouver à la rentrée de septembre sur chacun de nos sites de formation. À très bientôt et bonne fin de journée. Merci Jérôme. Bonne soirée à tous. À bientôt. À bientôt. Merci à toi, Julien. Au revoir.